Hier, Donald Trump s'est tenu devant le monde et a dit qu'il annulait les frappes prévues sur l'Iran. Il a dit que les négociations commenceraient lundi. Il a dit que les paramètres d'un accord avaient été convenus. Il a dit que l'Iran et d'autres pays du Moyen-Orient avaient demandé aux États-Unis de patienter. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez à ce qui vient de se passer. Moins de 48 heures avant cette annonce, des responsables américains ont dit aux journalistes que l'une des campagnes de bombardement les plus sévères à ce jour était en préparation, ciblant l'infrastructure énergétique iranienne. Israël avait accepté de participer. Le département d'État a émis un nouvel avertissement de voyage, disant aux Américains au Moyen-Orient d'envisager de partir immédiatement. Téhéran a menacé chaque pays hébergeant une base militaire américaine. Les autorités koweïtiennes ont rapporté des attaques de drones iraniens. Toute la région se préparait à une escalade massive. Et puis le président des États-Unis, le commandant de plus de 50 000 militaires déployés en Asie occidentale, a fait volte-face. Pas parce que la situation militaire avait changé, pas parce qu'un cessez-le-feu avait été signé, mais parce que, je le cite directement, les paramètres d'un accord avaient été convenus. Et dans les heures qui ont suivi, les médias d'État iraniens n'ont donné aucune indication que Téhéran avait demandé l'arrêt des frappes ou avait changé sa position sur le détroit d'Ormuz. Cette contradiction n'est pas un détail. Cette contradiction est toute l'histoire. Et presque personne ne la rapporte de cette façon. Voici ma thèse, et je vais l'exposer clairement, parce que sur cette chaîne, on ne fait pas de panique et on ne fait pas de propagande de soutien. On suit la logique du pouvoir, on suit les incitations. Et quand vous retirez l'émotion et les gros titres, le tableau devient toujours clair. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement 3 choses. Premièrement, que les États-Unis ont consommé près des 2/3 de leur stock d'intercepteurs Patriot et environ la moitié de leurs intercepteurs THAAD en 5 mois de combat, et que le calendrier de production pour les remplacer s'étend sur 3 à 5 ans dans le futur. Deuxièmement, que des armes de fabrication chinoise ont déjà abattu un F-15E Strike Eagle américain au-dessus de l'Iran, et que cet événement unique a modifié le calcul de coût de chaque mission aérienne que les États-Unis mènent dans ce théâtre. Troisièmement, que le véritable gagnant de cette guerre n'est discuté dans aucune conférence de presse, ni aucun segment d'infos câblés, parce que le véritable gagnant n'a pas tiré une seule balle. Laissez-moi commencer par les faits, parce que vous avez besoin d'un sol sous les pieds avant que je vous emmène dans l'analyse. Le Center for Strategic and International Studies a publié son évaluation mise à jour le 30 juillet. Les chiffres sont précis et ils sont accablants. Avant le début de cette guerre, le 28 février, les États-Unis disposaient d'environ 2330 intercepteurs Patriot. Aujourd'hui, entre 759 et 827 restent. C'est une réduction de 65%. Le stock de THAAD, le système de défense antimissile balistique le plus avancé de l'arsenal américain, est passé de 452 intercepteurs à entre 234 et 278, un déclin de 38%. 3 sources familières avec les données récentes du Pentagone ont confirmé à CNN que les estimations du CSIS sont proches des chiffres internes du gouvernement. Je veux que vous mémorisiez ces 2 chiffres, 759, 234, parce que ces chiffres expliquent tout ce qui s'est passé hier. Mark Cancian et Chris Park, les analystes du CSIS qui ont écrit le rapport, ont conclu avec une phrase que je veux que vous entendiez très attentivement. Ils ont dit « Des stocks diminués pourraient forcer les États-Unis et leurs partenaires de coalition à prendre plus de risques avec les interceptions. » Ils ont ajouté « Il n'existe pas de bonnes alternatives aux Patriot et aux THAAD pour la défense antimissile balistique. » Maintenant, voici la réalité de la production. Lockheed Martin produit actuellement environ 183 intercepteurs Patriot par an. Il faut de 3 ans et demi à 5 ans entre la signature du contrat et la livraison. L'armée vient d'attribuer à Lockheed un contrat pouvant atteindre 58,6 milliards de dollars pour produire des intercepteurs PAC-3 MSE supplémentaires jusqu'à l'exercice fiscal 2032. Les missiles livrés aujourd'hui ont été financés en 2023. Le Pentagone demande environ 70 milliards de dollars de financement supplémentaire en munitions pour l'exercice fiscal 2027, une augmentation de près de 3 fois par rapport aux niveaux actuels. La capacité de production du THAAD est de 96 intercepteurs par an. Lockheed a annoncé des plans pour monter à 400 par an, mais cette capacité n'existe pas encore. Mais cette explication est trop simple, parce que la question que vous devriez poser n'est pas à quelle vitesse l'Amérique peut-elle remplacer ses intercepteurs. La question est pourquoi l'Amérique les brûle-t-elle si vite en premier lieu? Pour comprendre la réponse, vous devez d'abord comprendre un cadre que je vais appeler le cliquet asymétrique. En théorie des jeux, un mécanisme de cliquet est un système qui ne peut se déplacer que dans une seule direction. Il avance d'un cran,
mais ne peut pas reculer. Ce qui se passe dans cette guerre est un double cliquet, deux mécanismes imbriqués, l'un militaire et l'un politique, et tous deux ne se déplacent que vers l'escalade. Voici le cliquet militaire. Un intercepteur Patriot coûte environ 4 millions de dollars. Un intercepteur THAAD coûte environ 12 millions de dollars. Un missile balistique iranien coûte significativement moins. Et l'Iran en produit davantage. Chaque fois que l'Iran lance un missile sur une base américaine, l'Amérique doit répondre avec un intercepteur qui coûte plusieurs fois le prix de la menace entrante. Chaque interception réussie épuise un stock qui prend des années à reconstruire. Chaque interception échouée, et certaines ont échoué, résulte en pertes américaines et en avions endommagés, qui génèrent qu'une pression politique pour des représailles. Les représailles génèrent des tirs de riposte iraniens. Les tirs de riposte nécessitent plus d'intercepteurs. Le cliquet avance d'un cran. Ce n'est pas une guerre que l'Amérique gagne, c'est une guerre que l'Amérique subventionne à un taux de change insoutenable. Maintenant, voici la preuve qui rend ça concret. Le 3 avril 2026, pendant l'opération Epic Fury, un F-15E Strike Eagle de l'armée de l'air américaine, indicatif Dude 44, a été abattu au-dessus du sud-ouest de l'Iran, près de Yazd, dans les monts Zagros. Les deux membres d'équipage se sont éjectés en sécurité. Le pilote a été extrait en 7 heures. L'officier des systèmes d'armes a passé 2 jours entiers à échapper aux forces iraniennes dans des collines accidentées avant d'être extrait. Sur le moment, Trump a déclaré publiquement que ce jet avait été touché par un missile tiré depuis l'épaule. Le 30 mai, NBC News a rapporté, citant 3 responsables américains ayant une connaissance directe, que le F-15E avait probablement été touché par un système de défense aérienne portable de fabrication chinoise, un Manpads. Les mêmes sources ont indiqué que la Chine avait peut-être aussi fourni à l'Iran un radar d'alerte précoce à longue portée capable de détecter les avions furtifs dès le début du conflit. Réfléchissez à ce que ça signifie. Un missile de fabrication chinoise, pesant environ 18 kg, coûtant une fraction de l'avion qui l'a détruit, tiré depuis une position montagneuse dissimulée, a abattu un F-15E Strike Eagle valant environ 90 millions de dollars. L'ambassade chinoise à Washington ne l'a pas démenti. Leur réponse a été mesurée. Ils ont dit que la Chine agit toujours prudemment et de manière responsable en matière d'exportation de produits militaires. Ce n'est pas un démenti, c'est une position diplomatique préparée. Et ça vous dit que Pékin savait que cette question allait venir. Voici ce que presque personne ne sait sur pourquoi ça compte stratégiquement. Le rapport du CSIS a noté que les États-Unis manquent de munitions à distance de sécurité, les missiles à longue portée tirés depuis l'extérieur des défenses aériennes iraniennes. Si les États-Unis doivent escalader, ils doivent faire voler des avions dans l'espace aérien défendu iranien. Dans les mêmes montagnes, le même masquage de terrain, les mêmes enveloppes d'engagement où des manpads chinois sont désormais positionnés. Le coût de l'escalade vient de changer, pas parce que l'Iran s'est renforcé au sens conventionnel, mais parce que la Chine a tranquillement modifié le calcul de risque de chaque mission aérienne à basse altitude dans le théâtre. Ce n'est pas un pays qui a vendu quelques missiles, c'est un pays qui a déplacé la géométrie stratégique de toute la guerre. Maintenant, laissez-moi relier ça au second cliquet, le politique, parce que c'est là que l'architecture devient sincèrement dangereuse. James Firon, l'un des politologues les plus influents des 3 dernières décennies, a développé le concept des coûts d'audience. Son argument central est que, dans les démocraties, quand un dirigeant fait une menace publique, il fait face à des pénalités politiques énormes s'il recule. Les électeurs punissent les dirigeants qui semblent faibles. Maintenant, considérez la situation intérieure de Trump exactement à ce moment. Un sondage Reuters et Ipsos de juillet a révélé que seulement 37% des Américains soutiennent de nouvelles frappes sur l'Iran. La moitié des répondants estiment que la guerre n'en valait pas le coup. 79% pensent que les actions militaires américaines vont se poursuivre pendant une période prolongée. 67% des Américains rapportent des difficultés financières dues à la hausse des prix de l'essence. L'essence tourne autour de 4 $ le gallon, en hausse par rapport à environ 3 $ avant la guerre. Un sondage du Pew Research Center a révélé que 58% des Américains disent ne pas comprendre les objectifs de Trump en Iran. Et puis l'Iran a attaqué une base militaire américaine en Jordanie. À ce moment, Trump ne peut pas ne pas répondre. Pas parce que la situation militaire l'exige, parce que l'architecture politique fait que la retenue ressemble à de la faiblesse. Et les élections de mi-mandat sont en novembre 2026. Selon le cadre de Firon, chaque décision militaire entre maintenant et novembre doit être lue à travers une seule question. Cette décision sert-elle la situation stratégique ou le calendrier électoral? L'Iran le sait.
L'Iran a une compréhension sophistiquée de la politique intérieure américaine. Ils savent, après des décennies d'observation, qu'aucun président américain ne peut se permettre de paraître faible dans les 90 jours précédant une élection de mi-mandat. Cette connaissance est elle-même une arme stratégique. L'Iran peut calibrer sa pression, son timing, ses offres et ses refus en fonction de la vulnérabilité électorale de l'Amérique. Maintenant, avant de continuer, je veux présenter l'argument le plus solide possible pour le camp adverse, parce que je vous dois le vrai débat, pas une version simplifiée. Voici l'argument le plus fort. L'Amérique possède l'armée la plus grande et la plus technologiquement avancée de l'histoire humaine. Elle peut produire plus d'intercepteurs. Elle peut choisir d'élargir son ensemble de cibles pour inclure des infrastructures civiles, des ponts, des centrales électriques, des ports, des systèmes d'eau, ce qui rendrait le coût insupportable pour la population iranienne. L'Arabie saoudite a rejoint la coalition. L'économie iranienne fait face à une pression sévère. Le réseau de mandataires est sous pression sur tous les fronts simultanément. Israël est un multiplicateur de force. Et tout ce dont l'Amérique a besoin, c'est de la patience. Je veux que vous ressentiez le poids de cet argument. Ce n'est pas rien. Il y a des gens expérimentés et sérieux qui y croient. Cet argument le plus fort décrit précisément les 3 premiers mois. Il ne décrit pas les 12 suivants. Voici ce que cet argument ne peut pas expliquer. Le pétrole coule toujours. Pendant que l'OFAC sanctionne des navires et que les secrétaires au Trésor font des déclarations sur le fait de ne pas laisser l'Iran prendre en otage le commerce mondial, le pétrole brut iranien continue de circuler via une flotte fantôme d'environ 430 navires. Rien que pendant le cessez-le-feu, l'Iran a exporté pour environ 6 milliards de dollars de brut vers la Chine. Les pétroliers chargent à l'île de Karg, transitent par le détroit d'Ormuz sous escorte de l'IRGC, naviguent vers une zone à l'est de la Malaisie en eaux internationales, éteignent leur système de suivi, effectuent des transferts navire à navire, réétiquettent le pétrole et le déplacent vers des raffineries chinoises indépendantes, concentrées dans la province du Shandong. Les paiements ne touchent pas au système du dollar. Ils passent par le CIPS, le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, qui a traité l'équivalent de 245 billions de dollars de transactions, libellées en yuan, rien qu'en 2025. Une augmentation de 43% d'une année sur l'autre. Le pétrole sanctionné se vend à un rabais, 8 à 12 dollars sous le prix du Brent. Ce rabais ne dissuade pas les acheteurs, il les attire. Il crée une incitation économique structurelle à acheter spécifiquement du pétrole iranien parce qu'il est sanctionné. Et maintenant, demandez-vous qui est le gagnant caché. Pas l'Amérique, pas l'Iran, la Chine. Achetant du brut iranien à prix réduit, sans dépenser une seule balle, sans perdre un seul soldat, regardant 2 concurrents s'épuiser mutuellement, tout en devenant tranquillement le partenaire énergétique indispensable de l'un d'eux, et le créancier indispensable. Le système CIPS de la Chine traite les paiements. Les manpads chinois protègent l'espace aérien iranien. Les raffineries chinoises absorbent le pétrole. Et Washington regarde ailleurs. Ce n'est pas un spectateur, c'est l'architecte de la table sur laquelle tout le monde joue. Voici mes 3 prédictions. Notez-les. Revenez dans 60 jours et dites-moi si j'avais raison ou tort. Prédiction numéro 1. Les négociations que Trump a annoncées pour lundi ne produiront pas d'accord durable dans les 30 jours. Voici mon raisonnement. Les médias d'État iraniens n'ont donné aucune indication que Téhéran avait demandé l'arrêt des frappes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dit qu'un accord existait seulement sur la poursuite des discussions, pas sur les termes que Trump a décrits publiquement. C'est le même schéma qu'on a vu en mars, quand Trump a reporté les frappes énergétiques pendant 5 jours en citant des conversations productives, et le président du Parlement iranien a immédiatement dit qu'aucune négociation n'avait eu lieu avec les États-Unis. Les incitations structurelles des 2 côtés n'ont pas changé. L'Iran joue le calendrier. Ils doivent maintenir la pression jusqu'en novembre. Trump joue le public. Il doit paraître à la fois fort et capable de conclure des accords, simultanément. Ces 2 objectifs ne peuvent pas coexister dans un accord durable. Prédiction numéro 2. Dans les 90 jours, les États-Unis commenceront à déployer des armes à énergie dirigée, des systèmes de défense antimissiles à laser, pour compléter les batteries Patriot et THAAD épuisées dans le Golfe. Les mathématiques de production ne laissent pas d'alternative. À 183 intercepteurs Patriot par an et un stock actuel en dessous de 830, le stock ne peut pas soutenir un autre cycle d'escalade majeure. Le Pentagone présentera ça comme une modernisation technologique. La réalité structurelle est que c'est une adaptation forcée, motivée par l'épuisement des munitions. Surveillez les annonces de déploiement. Prédiction numéro 3. La Chine ne reconnaîtra pas publiquement fournir des armes à l'Iran. Mais d'ici la fin de 2026,
Un deuxième incident confirmé impliquant des technologies militaires d'origine chinoise dans ce conflit fera surface. Soit un autre engagement de Manpads, soit une preuve que le radar de détection furtive à longue portée a été utilisé opérationnellement contre des missions de F-35. La preuve viendra non pas d'une divulgation chinoise, mais d'enquêtes américaines sur des incidents. Et ça forcera une collision de politique entre le désir de Trump d'utiliser la Chine comme médiateur et les preuves du Pentagone que la Chine arme simultanément l'adversaire. Surveillez ce qui se passe quand ces deux réalités ne peuvent plus être séparées. Voici 3 choses que je veux que vous surveillez dans les 90 prochains jours. Premièrement, surveillez le détroit d'Ormuz. Pas s'il ouvre, mais selon quels termes. L'Iran a autorisé sélectivement le passage pour des pays spécifiques, sous des conditions spécifiques. Un transporteur de GNL qatari est récemment devenu le premier navire à transiter avec la permission iranienne en 3 semaines. La liste des nations autorisées est une liste de pays menant des négociations bilatérales avec Téhéran en dehors de l'architecture diplomatique américaine. Cette liste vous en dit plus sur le dénouement de cette guerre que toute conférence de presse militaire. Deuxièmement, surveillez le Brent. Les contrats à terme sur le pétrole ont chuté d'environ 5,5% après l'annonce de Trump. Le Brent est tombé à environ 83 $ le baril. Si les négociations s'enlisent, ce que je crois qu'elles feront, cette baisse s'inverse en quelques jours. La vitesse de l'inversion vous dira à quel point le marché croit en la durabilité de tout accord par rapport à combien il négocie simplement le gros titre. Troisièmement, et c'est personnel, surveillez votre propre exposition au prix de l'énergie, aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, à l'inflation que cette guerre génère dans chaque budget familial. Parce que la prime de guerre que les Américains paient à la pompe n'est pas temporaire, elle est structurelle. Voici la question sur laquelle je veux vous laisser. Samedi, Trump a dit au monde qu'il était verrouillé et chargé et prêt à agir contre l'Iran. Samedi soir, il a annulé les frappes. Dimanche, il a dit que les négociations commenceraient lundi et le ministère iranien des Affaires étrangères n'a donné aucune indication que quoi que ce soit avait changé de leur côté. Hans Morgenthau, l'architecte de la théorie réaliste moderne des relations internationales, a écrit que la politique de prestige fonctionne le mieux quand elle crée une réputation de force écrasante, de sorte qu'une nation n'ait jamais réellement à utiliser cette force. Mais il a aussi écrit ce qui se passe quand la capacité derrière le prestige commence à s'éroder. Vous êtes forcé de parler plus fort de votre force, précisément parce que cette force est remise en question. La déclaration devient une compensation pour la réalité. Le CSIS dit que l'Amérique a brûlé 65% de ses intercepteurs patriotes. Lockheed dit qu'il faut 3 à 5 ans pour en construire davantage. Un Manpads chinois a abattu un F-15E au-dessus des monts Zagros. L'Iran expédie du pétrole vers la Chine via une flotte fantôme que tout l'appareil de sanctions américain ne peut pas arrêter. Et le président des États-Unis vient de dire au monde qu'il était sur le point de lancer la campagne de bombardement la plus sévère de la guerre, puis s'est arrêté. Selon Morgenthau, vous parlez le plus fort de votre force exactement au moment où votre force est le plus remise en question. La guerre la plus dangereuse n'est pas celle avec les explosions les plus fortes. C'est celle où les munitions s'épuisent tranquillement pendant que les discours se font plus forts. Je suis le professeur John Shuxian. Merci d'avoir regardé. Si cette analyse vous a aidé à voir la structure sous les gros titres, abonnez-vous. Cette histoire va évoluer vite. Négociations, escalade, rapport sur les stocks, et je suivrai chaque tournant. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que les négociations de lundi produiront un accord ou croyez-vous que cette guerre est calibrée pour le calendrier de novembre? Je lis vos réponses et vos questions façonnent la prochaine analyse.